Salut Hendrik, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Hendrik, tu es le député sortant LFI NUPES dans la cinquième circonscription des Bouches-du-Rhône. Tu t'es représenté dans cette circonscription et tu es arrivé deuxième au premier tour des élections législatives. Tu as fait 24,44% derrière Franck Licori pour le Rassemblement national qui lui a fait 25,77% et devant Alan Poplar pour le nouveau Front populaire France Insoumise, qui lui est terminé troisième avec 23,32%. On a appris hier à 11 heures que Alan Poplar se désistait en ta faveur. Comment est-ce que tu as accueilli ce désistement? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui allait de soi? Oui, bah, normalement, on avait dit, et Jean-Luc Mélenchon lui-même avait dit que tous les candidats Nouveau Front Populaire et LFI qui étaient troisième et quand le Rassemblement national était premier devaient se désister. Donc, c'était une décision attendue, mais au vu de la situation un peu confuse, hein, puisqu'il y avait donc un candidat Nouveau Front Populaire donc investi par LFI et moi qui étais député sortant et donc aussi légitime d'une certaine manière pour le Nouveau Front Populaire, on avait quand même deux bulletins Nouveau Front Populaire. Donc, la campagne a été un peu confuse. Et donc, je remercie Alan Poplar d'avoir pris ses responsabilités et d'avoir retiré sa candidature. Et j'ai tout de suite, d'ailleurs, dit publiquement que je souhaitais que ses équipes de campagne et lui-même viennent faire la campagne de deuxième tour avec nous et que maintenant, il fallait voir vers l'avant. Et l'avant, c'était battre le Rassemblement national. Alors, tu dis que tu souhaites qu'il fasse la campagne deuxième tour avec toi. Est-ce que c'est d'ores et déjà le cas? On est 24 heures après son désistement. Est-ce que vous avez voilà, mélangé vos forces pour battre Franck Licori dimanche prochain? Écoute, on verra. On verra. Hier, on avait une première réunion de deuxième tour dans un café où on a fait l'ensemble de nos réunions un peu de militantes. Il y avait des militants de la France Insoumise, quelques-uns qui sont venus, donc moi je m'en félicite. Et j'en ai recroisé hier soir en rentrant qui m'ont dit qu'ils souhaitaient être ajoutés. Donc on verra. Moi je pense que c'est ouvert. Ceux qui souhaitent venir rejoindre notre campagne de second tour viendront. Et maintenant, il faut aller de l'avant. À la fois, si on peut parler de ça, je pense que il faut d'abord dire qu'il faut battre le Rassemblement national et dans la circonscription, il faut le battre à plat de couture. Je voulais juste rappeler qu'effectivement, il a énormément progressé entre 2020 et 2022. Il est passé de mémoire hein, de 15% à 26%, ce qui est énorme dans notre circonscription, qui est une circonscription urbaine. Bon, mais de notre côté, nous, certes, on est derrière parce que nous étions deux candidats, mais la somme des candidats de gauche, en fait, rassemble 47%. Et donc, on a même, nous aussi, progressé d'ailleurs de 7 points, puisque moi-même, j'avais fait 40% pour la NUPES donc en 2022. Donc, la gauche a progressé, le Rassemblement national a progressé. Donc, on sent la polarisation de la vie politique et on le voit dans la circonscription. Donc maintenant, pas une voix doit aller à l'extrême droite. On doit combattre ces idées racistes, qui sont un véritable poison parce qu'elles divisent la société française. Mais on doit aussi, et moi je n'arrête pas de le répéter depuis hier, être porteur d'espoir qu'on peut vraiment changer la vie des gens, vraiment engager la transition écologique, vraiment redistribuer les richesses, vraiment augmenter les salaires. La misère sociale est terrible. Enfin, dans certains quartiers, moi j'ai rencontré une dame pendant les porte-à-porte qui me racontait que l'ensemble de ses revenus permettait à peine de payer le loyer dans un HLM et que c'était ses enfants qui lui apportaient à manger car elle n'avait pas la capacité d'acheter elle-même la nourriture. Voilà. Donc voilà où on en est et je pense que ça va être une belle campagne de second tour et je pense que l'enjeu, c'est pas juste de battre le Rassemblement national, mais de le mettre très loin derrière. On vise 70-30. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% d'extrême droite dans la circonscription. Alors, tu l'as un peu rappelé, tu as dit qu'en 2022, le Rassemblement national n'avait pas été qualifié au second tour. Tu étais contre la candidate du parti présidentiel. Euh, euh, Justement, aujourd'hui, c'est un enjeu en fait de savoir comment se positionnent les députés de la majorité vis-à-vis du front républicain contre le Rassemblement national. Est-ce que toi, bon, même elle n'a pas été qualifiée enfin, il y a pas de candidat ensemble au second tour, mais est-ce que tu as obtenu le soutien et voire l'aide dans la campagne de second tour du parti présidentiel? Alors, Maxime Boudet a été très clair, il avait été clair même avant
donc le second tour, avant le premier tour, même, il avait dit que en cas de présence de ma présence et de la présence de l'extrême droite au second tour, il appellerait à faire barrage. Et il a tenu promesse, il a tout de suite appelé à faire barrage. Donc c'était l'ancien collaborateur de la députée précédente, Cathy Raconbouzon. Donc moi, je l'en remercie. On a aussi des membres de l'équipe du candidat des Républicains qui ont appelé à faire barrage et qui ont appelé à voter pour moi, ce qui est aussi une bonne nouvelle dans une circonscription où ils font très peu. Là, je ne vais pas regarder leur score, mais ça doit être 4-5%. Une circonscription qui était la circonscription de Muselier, en fait, hein, donc une Mhm. circonscription de droite qui a été longtemps une circonscription, en tout cas pour les élections locales, le fief de Bruno Gilles, qui était voilà, aux Républicains et avant à l'UMP. Donc moi, je pense que c'est bien. Ils ont appelé à faire barrage. Je signale quand même que sur la ville, les députés Renaissance se sont retirés. Sabrina Agresti, la première, très vite, a appelé à battre le Rassemblement national et a appelé à voter pour Pascaline Lecorcher. Et on a aussi appris que Claire Pitola faisait de même. C'est que des bonnes nouvelles. Lionel Royer-Perrot aussi a appelé à voter Christine Juste. Donc en tout cas, dans la deuxième ville de France, les députés Renaissance ont été au rendez-vous du barrage républicain et je tiens à le signaler. Et je pense qu'il faut maintenant convaincre les électeurs et les électrices de la droite républicaine et de Renaissance de voter pour les listes du nouveau Front populaire, car il n'y a pas 36 solutions. Il faut bien leur rappeler que soit on a un gouvernement RN avec Bardella Premier ministre, avec toutes les conséquences que ça a, y compris à l'échelle européenne, soit on a un gouvernement de coalition du nouveau Front populaire. Euh, Là, je trouve que tu t'avances un peu. Ça va être compliqué de trouver une majorité pour le nouveau Front populaire. J'ai regardé, le nouveau Front populaire est présent dans 308 second tours. Il faudrait, pour avoir une majorité, que presque tous ces députés, enfin ces candidats en tout cas, soient élus. Justement, comment est-ce que tu envisages, admettons qu'il n'y ait pas de majorité pour le Rassemblement national, que le Front républicain réussisse à tenir contre l'extrême droite, comment tu envisages, toi, ton prochain mandat s'il n'y a pas de majorité claire qui se dégage? Est-ce qu'il faudra aller dealer, envisager un gouvernement qui aille de toi qui était à la France Insoumise, mais voilà, qui est de gauche, avec, je sais pas moi, les macronistes. Non, mais écoute, ça, c'est le problème du 8 juillet, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit faire élire un maximum de députés qui ne sont pas des députés du Rassemblement national. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de majorité ni relative ni absolue du Rassemblement national. Voilà. Mm. Absolue, c'est parfaitement possible. Relatif, c'est aussi possible. Voilà. Mm. Donc, il faut s'en donner les moyens. Et une fois qu'on aura l'Assemblée et sa nouvelle composition, il est du ressort du président de la République de décider voilà, de quel sera le Premier ministre en fonction de la majorité qu'il y aura à l'Assemblée nationale. Bon, Mm. soit il y a un blocage institutionnel total, soit il y a un déblocage pour empêcher un gouvernement du Rassemblement national. Mais la façon dont ça peut se débloquer, etc., ce n'est pas le sujet du jour. Par Mm. contre, il n'y a pas 36 solutions. Enfin, on ne va pas gouverner par. Enfin, Macron ne peut pas dissoudre pendant un an. Même s'il démissionne, il est coincé pendant un an. Donc, on se retrouvera soit sans gouvernement pendant un an et sans un pays qui ne peut pas être gouverné pendant un an, soit il y a une majorité autour du nouveau Front populaire, soit il y a une majorité autour du Rassemblement national. Et les macronistes devront bien choisir. Mm. Et ils peuvent parfaitement, on l'a vu, hein, on peut parfaitement avoir un gouvernement avec une majorité relative. Et Mm. c'est ce qui s'est passé là, Pablo. Il y Mm. a 277 députés de Renaissance. Et pourtant, ils ont gouverné au cas par cas. Et ben, Mm. on peut parfaitement imaginer un gouvernement de nouveau Front populaire qui gouverne au cas par cas. Et avec, oui, bah, des fois, les députés Renaissance seront bien obligés de voter les lois que nous proposerons. Mm. OK. Qui rentre ou pas au gouvernement, tout ça, c'est une autre affaire. Moi, je pense que pour l'instant, l'affaire, c'est autour de qui se fait la majorité et le gouvernement. Voilà. Alors, mais Donc, justement, si nous, on a 260 députés Nouveau Front Populaire, qu'à 250 RN, eh ben oui, le président de la République devra choisir un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire et voilà. Donc, ce n'est pas les 300 qu'il faut atteindre. 260 suffisent. Il suffit d'être plus nombreux que les députés RN. Il suffit d'être plus nombreux. Et dans la fourchette basse des projections qui ont été faites avant les désistements, les fourchettes basses
du RN correspondent aux fourchettes hautes du nouveau Front populaire. Donc, tout est possible. Tu l'as noté, tu as dit que sur Marseille, les députés de la majorité, enfin du parti présidentiel, se sont désistés pour les candidats du nouveau Front populaire. En gros, ils ont fait le job. C'est pas le cas dans de nombreuses autres circonscriptions en France. Comment est-ce que tu juges ceux et celles qui disent ni Rassemblement national, ni la France insoumise, voire ni le nouveau Front populaire? Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire. Parce que globalement, il n'y a pas de... D'abord, d'un côté, il y a quand même une coalition de forces qui propose des choses raisonnables, qui ne divisent pas la société, qui propose la redistribution des richesses basée sur l'égalité, basée sur la liberté, la fraternité, donc sur les devises de la République. Donc on est en plein dans les candidats de la République et de la République sociale. Et de l'autre, on a des héritiers, en fait, du fascisme, qui n'ont jamais d'ailleurs arrivé au pouvoir. Enfin, c'est sans les, bon, on voit avec les urnes. Donc, globalement, moi, je pense que il faut que ils arrêtent de se cacher derrière la diabolisation de la LFI pour ne pas prendre leurs responsabilités. Et prendre leurs responsabilités, c'est d'avoir le courage de dire non, nous ne collaborons pas avec des gens qui sont racistes, qui divisent le pays, parce que fondamentalement, la politique du Rassemblement national qui vise à faire en sorte que les citoyens et les citoyennes de ce pays n'aient pas les mêmes droits en fonction de leur nationalité, c'est la préférence nationale, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République d'après Même pas 45. la France. Mais oui, mais la France, elle est ce qu'on construit, hein. Moi, je préfère utiliser le terme de République. Ce n'est pas notre pays tel que, voilà, c'est peut-être une autre France, mais c'est pas enfin, la nôtre aujourd'hui. La nôtre aujourd'hui, on acquiert par exemple des droits, notamment pour les caisses d'assurance chômage familiale ou pour la retraite ou pour la sécurité sociale, pour la partie hôpital et santé, parce qu'on travaille, par exemple. Bon. Et Mhm. moi, des électeurs du RN me disent, oui, mais les étrangers ne devraient pas avoir la CAF. Je dis, si les étrangers, s'ils travaillent, ils cotisent. Et c'est le travail et la cotisation qui ouvrent des droits. C'est Mhm. ça, pour l'instant, le système social français. Ils veulent nous faire basculer sur autre chose. Et donc casser le pacte républicain et casser l'égalité telle que nous, on la conçoit. Et je crois que les candidats et puis même les militants Renaissance ou des républicains qui ont perdu cette boussole-là, bah, il faut la ramener voilà, à la vérité des prix. Il y a des candidats républicains, il y a des candidats qui sont les héritiers du fascisme. Oui, mais justement, si tu te mets dans la tête de ces responsables politiques euh, que je considère comme toi comme coupables devant l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, est-ce que c'est parce que, en gros, ils pourraient s'accommoder plus facilement de ce que raconte le Rassemblement national que ce que raconte la gauche, ou est-ce que tu penses qu'ils sont sincèrement effrayés, apeurés par les propositions du nouveau Front populaire? Alors, il y a trois choses. D'abord, il y a une partie des gens, et Éric Ciotti en fait partie, qui voient que le Rassemblement national peut arriver au pouvoir et qui partent très vite chez les camps des vainqueurs, de ceux qui pensent être les vainqueurs. Et Mhm. ça, dans l'histoire, on a toujours eu ça. C'est-à-dire que, y compris dans l'Allemagne fasciste, l'Italie fasciste, et, au Portugal de Salazar, il y a des gens qui, à un moment donné, sentent le vent tourner, se disent juste par opportunisme, on va prendre notre carte au parti Ouais, nazi, Vichy. on va, voilà, Vichy, la collaboration, bon, tout ça, on a connu. Il y a des opportunistes qui sont pas effrayés par la couleur et l'odeur de leur opportunisme. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est le mur de l'argent. C'est-à-dire que effectivement, fondamentalement, une partie capitaliste et des grandes fortunes de ce pays préfèrent toujours Hitler au Front populaire, hein, pour reprendre la formule. Même si là, c'est pas Hitler, on est bien d'accord. Mais ils préfèrent l'extrême droite raciste qui divise, mais qui ne leur touche pas à leur portefeuille, que un gouvernement de gauche qui effectivement irait toucher à leur portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément, et il y a des politiques qui représentent ça, moi, je pense. Après, il reste peut-être une troisième partie de gens qui renvoient dos à dos LFI et le Rassemblement national, et qui, du coup, font la différence entre le PS, PC, ELV et LFI. Bon. Moi, sur toute la séquence qu'on vient de passer,
indépendamment des postures. Fondamentalement, les partis de la NUPES ont défendu les mêmes choses. Dès le 7 octobre, même si on n'a pas utilisé les mêmes mots les uns et les autres, hein, d'ailleurs, moi, à LFI, je peux utiliser les mêmes termes que d'autres, mais on a condamné les actes du 7 octobre. Soit c'était un crime contre l'humanité, pour d'autres c'était un acte terroriste, mais on a tous condamné les actes du 7 octobre. Et on a tous condamné la répression et la politique génocidaire du gouvernement israélien. Voilà, tous. Donc, à essayer de faire une différence entre les uns et les autres sur ces aspects-là, ce n'est pas raisonnable. Fondamentalement, tous les candidats sortants ou tous les candidats même de LFI sont des républicains et à mon avis, voilà, il n'y a aucun souci à voter pour eux et il faut vraiment faire passer ce message de manière assez forte. On voit, et ce sera ma dernière question, encore quelques agressivités au pluriel entre les différentes sensibilités, les différents courants de ce nouveau front populaire. En gros, les animosités qu'on avait pu voir à l'œuvre de façon très aiguë pendant la campagne des européennes. En premier lieu, parce qu'il y avait plusieurs listes qui se sont présentées, mais c'est monté très haut dans les tours, hein. Ben, elle continue voilà, depuis la dissolution, et ce, malgré la proposition de nouveaux fronts populaires, de cadres communs. Euh, comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu te dis pas que ben, ceux qui s'adonnent à ce type de pratique sont aussi pas tout à fait au niveau du moment historique qu'on est en train de vivre? Oui, bien sûr, mais moi je dissocie deux choses. Le nécessaire débat politique sur un certain nombre d'orientations. Il y a différentes orientations à gauche. Typiquement, il y a des débats sur le fond, sur le nucléaire, entre communistes d'un côté et socialistes parfois, et insoumis et écologistes de l'autre. C'est un vrai débat et on a raison de continuer de discuter de ça. Pareil, sur un certain nombre de sujets, je ne vais pas tous les énoncer. Bon, mais sur les sujets internationaux, par exemple, il y a des vrais débats. Bon. Et puis, il y a la volonté d'hégémonie des uns et des autres, et puis les petites phrases et la politique politicienne. Je crois que les vrais débats, il faut les avoir. Il ne faut pas avoir peur de les avoir. Moi, quand j'ai appris la purge et que je faisais partie des gens qui étaient purgés, j'ai souhaité d'abord répondre sur le fond. Donc, il y a eu un article dans Mediapart, j'ai été interviewé, j'ai dit oui, j'ai quatre désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'était pas le moment, en fait, de résoudre ces désaccords. Bon. Voilà, et éviter, moi je crois que c'est ça qu'il faut éviter dans la période, c'est la politique politicienne qui consisterait à dire oui, mais il a dit oui, mais enfin voilà, là il faut battre le Rassemblement national, se concentrer là-dessus. On peut avoir des débats à gauche, il faut les avoir, mais en restant factuel, toujours sur le fond, jamais sur la forme, dépasser voilà, enfin, les limites, et avoir toujours une petite chose en tête que moi j'ai toujours, et que j'ai même eu pendant ma campagne où il y avait Alan Poplard du candidat LFI, voilà. Ne jamais insulter l'avenir. On ne sait pas, on va devoir travailler ensemble dans une condition extrêmement difficile. Donc, ne jamais insulter l'avenir, donc ne jamais avoir le mot qui fait que on ne pourra plus travailler ensemble. Moi, je crois que c'est extrêmement important et c'est ça que je voudrais redire et redire et redire. En fait, j'ai une toute dernière question à te poser. Quand, dans les débats télévisés, notamment auxquels je participe, mais à ceux que j'entends aussi, télévisés ou radio, revient très souvent du côté de la droite et de l'extrême droite le nom de Jean-Luc Mélenchon qui est utilisé comme un épouvantail. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils imaginent. Jordan Bardella, Gabriel Attal, encore hier aux 20h, disait, ah, mais si vous votez autre chose que pour nous, il y a la possibilité de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à la dernière élection présidentielle. C'est normal qu'il soit encore au cœur de la vie politique française. Ce que je réponds à ça, c'est que pour l'instant, ce qu'on doit trancher, c'est est-ce que Bardella sera Premier ministre ou est-ce qu'on aura un Premier ministre de gauche et des écologistes? La question de quel sera le Premier ministre, c'est un sujet qui est encore sur la table. Comment on tranchera? Est-ce que c'est le groupe le plus gros? Est-ce que c'est l'ensemble des députés de la nouvelle coalition qui devront trancher? Tout ça est à voir. Néanmoins, je pense qu'on aurait tort de rentrer dans le jeu de l'épouvantail. D'ailleurs, je note que ceux qui
qui ont pas forcément, enfin, qui ont voulu se détacher de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas forcément été récompensés. Enfin, je pense à Fabien Roussel. Quand il y a des dynamiques qui stigmatisent l'ensemble de la gauche et qu'on leur donne un peu de crédit, c'est tout le monde qui est... voilà, donc il ne faut pas donner de crédit à ça, notamment sur l'antisémitisme. Il faut être très clair. Personne à gauche est antisémite. Personne. Il faut être très solennel là-dessus. Parce que si on commence à céder sur ces trucs-là, en fait, on est tous touchés. Voilà, parce qu'on a tous voté Jean-Luc Mélenchon pour la plupart d'entre nous en 2022. Donc moi, je crois qu'il faut être très clair, être très solidaire pendant la période, et après se posera la question du Premier ministre, mais dans une situation, comme l'as compris, où de toute façon, on ne sera pas majoritaire tout seul. Mm. Hein. Donc la question, au vu du premier tour, de toute façon, il est très peu probable qu'il y ait 277 députés Nouveau Front Populaire. Donc la question du Premier ministre ne peut pas se poser exactement de la même façon que quand elle se posait il y a encore 3 semaines. Voilà. Elle se posera, mais dans une situation différente. Et c'est ça qu'il faudra poser sur la table. Et laissons ceux qui agitent Mélenchon ou d'autres faire ce qu'ils veulent faire. Nous, on est droit dans nos bottes. Ce qui compte, c'est le programme, c'est de combattre et de battre le Rassemblement national. Eh ben, merci beaucoup, Hendrik, et j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne campagne jusqu'à dimanche, Absolument. et Voilà. j'espère la victoire. Ouais, et on se retrouve sur Paris bientôt. Allez. Salut, salut.